Cette semaine, dans Chemin de traverse, je vous emmène à la rencontre de Jacques Guichard. L'ancien directeur du Palais de la Découverte est un amoureux des sciences, auteur de nombreux ouvrages. Sa vocation aujourd'hui est de non seulement nous les faire aimer, mais aussi de nous les faire comprendre. Il nous reçoit ici, chez lui, à Talmont-Saint-Hilaire. Hop. Bonjour Jacques. Bonjour Grégoire. Merci de me recevoir chez vous. Enchanté de vous recevoir pour vous parler un peu de science et de la manière de ma passion des sciences. Ben oui, alors cette passion d'ailleurs, elle est arrivée comment? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Oui, quand j'étais petit, mon père était très, très bricoleur, s'intéressait beaucoup à tout et ça m'a déjà dirigé vers les sciences. Et puis ensuite, j'ai eu des profs, quelques bons profs qui m'ont donné la vocation vraiment. Et grâce à cette puis j'étais passé aussi au Palais de la Découverte quand j'étais jeune et ça avait joué aussi un rôle, je crois. Ouais. Voilà. Sans imaginer que vous alliez en devenir le directeur plus tard. Absolument. Oui, ça je ne m'imaginais pas du tout. Quel parcours riche. Et puis la Cité des enfants à la Villette aussi, vous y avez beaucoup contribué à cette cité pour ces enfants, pour leur culture, pour qu'ils comprennent mieux la vie finalement. Si vous voulez, ma passion, ça a été les sciences. Et ensuite, ça a été rapidement de faire comprendre et de donner envie de s'intéresser aux sciences à tout le monde, au grand public et aux enfants. Donc j'ai pendant longtemps formé des étudiants qui allaient devenir enseignants. Et puis très vite, je me suis intéressé justement dans les années 80, quand la Cité des Sciences a été créée, quand l'équipe qui devait créer la Cité des Sciences a été réunie, je suis allé les voir et je leur ai dit « Attendez, moi ça m'intéresse, j'ai des idées sur la manière de transmettre les sciences aux enfants. » Et c'est comme ça que j'ai piloté l'équipe qui a créé la Cité des enfants en particulier. Et puis donc j'ai créé un certain nombre d'expériences que les enfants pouvaient faire d'une manière autonome, et c'est ça qui était compliqué en fait, pour qu'ils puissent faire directement les choses et qu'ils soient des expériences qui leur donnent envie. Et ça a vraiment été le critère qu'on avait toujours pour choisir une expérience, c'était celle qui donnait envie aux enfants de s'intéresser au sujet et de poser des questions sur ce sujet. La science, elle est autour de nous, toujours. Elle fait partie de notre quotidien. Parfois, on sait comment les choses fonctionnent, mais pas tout à fait. Et on peut vraiment tenter de mieux comprendre les choses dès lors qu'on rentre un petit peu mieux dedans. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait sans se rendre compte qu'en fait, on manipule en permanence des phénomènes physiques. Quand on vole en avion, par exemple. Quand on vole en avion. Et donc, c'est intéressant de trouver les moyens de faire comprendre ces principes. Aujourd'hui, vous continuez à transmettre, vous faites beaucoup de conférences, vous réalisez beaucoup d'ouvrages, et notamment auprès des enfants ces dernières années avec des ouvrages sur l'œuf, comment comprendre finalement l'œuf. Il y a beaucoup de choses à dire, autant sur l'œuf que sur le citron, qui sont deux ouvrages récents à destination des enfants. Absolument. J'ai essayé de trouver des petites expériences à faire pour comprendre justement la biochimie, les réactions de l'œuf, ou pour le citron, pareil, tout ce qu'on peut faire avec du citron, donc c'est encore les problèmes d'acidité. Et en fait, l'idée, c'est qu'à partir de ces objets du quotidien, on découvre la science en s'amusant et en ayant envie de comprendre. Et c'est ça que je veux donner à chaque fois, c'est l'envie de comprendre. Et en plus, pour répondre à cette envie de comprendre, soit c'est dans l'expérience elle-même qu'on trouve la solution, soit c'est avec des mots simples que j'essaie d'expliquer la science. Bon, écoutez, le plus simple, je crois, c'est que je vous montre quelques expériences. Et c'est juste à côté. C'est à côté, voilà. Okay. Vous allez voir comment on peut, justement, à partir d'expériences très simples de son quotidien, découvrir et avoir envie de comprendre des phénomènes scientifiques. J'ai d'abord mon livre là sur le cerveau. Un livre d'expérience aussi pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Pour comprendre le fonctionnement du cerveau, oui, à la fois de l'intelligence, la mémoire, le fonctionnement par la connaissance du fonctionnement du cerveau. Ici, vous avez une série de mots qui sont écrits dans des couleurs différentes. Vous allez lire les couleurs qui sont indiquées. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Quand vous voulez, allez-y. Okay. Jaune, bleu, orange, noir, rouge, vert. J'ai pas mis mes lunettes, mais marron, jaune, rouge, orange, vert, jaune, bleu, rouge, marron, vert, bleu, orange. Très bien. 8 secondes, en fait. D'accord. Très fort. C'est bien pour l'instant? C'est bien, oui. Okay. Alors maintenant, je vais vous demander autre chose. D'accord. C'est au lieu de
de lire le nom des couleurs, vous allez dire quelles sont ces couleurs. Ok, sur chaque mot. Sur chaque, allez-y. Donc C'est parti quand vous voulez. Ok. Vert, rouge, violet, jaune, rouge, noir, rouge, noir, vert, noir, rouge, jaune, vert, violet, noir, violet, rouge, noir. 25 secondes. Ah oui, j'étais laborieux là un peu. Et donc, vous voyez, en fait, C'est ce une qui histoire se passe, ouais. ça explique un peu le fonctionnement du cerveau, puisque finalement, le centre du langage se trouve du côté gauche du cerveau, et c'est le côté qui est sans doute dominant chez vous aussi, qui fait que quand vous lisez les couleurs, immédiatement, vous pouvez les dire, le nom des couleurs, mais par contre, quand votre cerveau doit aller choisir quelle est cette couleur, ça passe par le centre visuel d'interprétation en fait des couleurs qui se trouve dans la partie droite, et il faut le trajet de droite à gauche, et du coup ça retarde le temps pour dire le nom de la couleur. Je suis normal ou ça va? Tout à fait normal. Okay. La majorité des gens comme ça. Il y a quelques personnes qui peuvent aller dans l'autre sens. En général, des gens qui sont, et j'ai vu ça chez certains artistes en fait, qui ont vraiment développé beaucoup le sens de la couleur et qui du coup arrivent facilement à dire le nom des couleurs. Alors là, j'ai un ballon de baudruche. Je vais le frotter avec un pull magique. C'est pour montrer comment aussi on peut faire passer pour de la magie des choses qui sont des phénomènes scientifiques. C'est un ballon que j'ai gonflé simplement avec ma bouche, hein, c'est pas de l'hélium. Et maintenant, regardez, je vais le poser, je vais l'accrocher au mur, regardez. Voilà. C'est qu'en fait, avec mon pullover, j'ai arraché des électrons, donc des charges électriques de la surface du latex du ballon. Du coup, il lui manque des charges négatives, il les cherche. Et quand je le pose au mur, il va chercher ces charges dans le bois ici du cadre qui se trouve là ou dans le plâtre du mur. Et du coup, il s'accroche et il va rester accroché pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire des heures. Ça dépend si l'air est très sec ou très humide. D'ailleurs, avec le ballon de baudruche, on peut peut-être en faire d'autres. On peut par exemple le percer sans le faire éclater. Si on prend vous voyez, une pique de brochette comme ça, si je perce comme ça, sans faire attention, sûr qu'il va éclater. Bon, mais moi, je vais vous montrer comment je fais sans le faire éclater. Et là, je vais essayer. Oh. Quel magicien! Ah oui, là. Donc là, je vais essayer de le percer avec ma pique de brochette. Alors, précisément sur l'extrémité. Je ne le fais pas n'importe où, c'est ça la différence. Oui. C'est que je le fais dans une partie du ballon qui, comme on le voit par transparence, est plus sombre. Plus sombre, ça veut dire qu'en fait, les fibres de latex sont moins détendues et mon aiguille ou ma pointe peuvent passer entre les fibres de latex sans les faire éclater, sans les déchirer. Ou ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le bruit que fait le ballon quand on dit qu'il explose. Oui. Hein. En fait, on pense que c'est une explosion. En réalité, pas du tout. C'est le latex qui se déchire à 400 mètres à la seconde. Or, la vitesse du son, c'est 340 mètres à la seconde. Donc, c'est supérieur à la vitesse du son. Donc, c'est un bang sonique, comme les avions à réaction quand ils passent le mur du son. Intéressant. Et alors, oui, donc, là, c'est réussi. Mon ballon, regardez, c'est rentré. Et je peux même le sortir de l'autre côté. Des expériences à faire à la maison, facile en fait. Voilà, très facile à faire à la maison. Hein, des jeunes enfants peuvent les faire aussi. Donc, en connaissant, si vous voulez, la nature du matériau, du latex, eh bien, on peut comprendre comment on peut faire cette expérience. Et avec l'eau, je crois que vous avez d'autres expériences à nous montrer ici qui peuvent peut-être aussi un peu nous épater, non? Ah oui, je pense. Je peux remplir mon verre avec de l'eau. Voilà. À ras-bord. Voilà, et là je mets une carte sur le verre et je vais retourner mon verre sur la carte. Hop, comme ça. Je vais enlever la main. Je fais attention en enlevant la main. Ma carte tient en fait sur le verre et on peut se demander pourquoi elle tient. Et pour vous montrer comment c'est possible, je vais faire ça avec un simple morceau de papier essuie. Je le pose à la surface, il s'imbibe d'eau bien sûr, hein, puisque le papier, en fait, l'eau pénètre dans le papier, ce qu'elle ne faisait pas dans le Bristol. Et là, la même chose, je vais retourner mon verre, la 1, à la 2, à la 3. Et là, j'enlève la main. Le papier, regardez, rebondit complètement à l'intérieur, ce qui prouve que c'est l'air qu'on a autour de nous qui retient l'eau dans le verre. Donc l'air qu'on a autour de nous, il crée une pression, qui est la pression atmosphérique, et c'est elle qui retient l'eau dans le verre. Alors, je vais faire plus fort encore. Je vais prendre ici une passoire. Avec ma bouteille, je vais commander à l'eau de couler ou pas couler. Là, l'eau ne coule pas. Je vais dire « Oh, coule !» Malgré les trous. Hein. Malgré les trous. Hein. « Oh, coule !»« Oh, arrête-toi !» Comment c'est possible, cette affaire-là ? Eh
Eh bien, en fait, c'est possible parce que, regardez, on peut voir, en fait, qu'à l'endroit où l'eau a coulé, on voit qu'il y a de l'eau qui est restée entre les mailles de la passoire. Et ça forme une sorte de peau de l'eau. Nous, scientifiques, on appelle ça la tension superficielle. C'est une propriété de la surface de l'eau qui fait que l'eau reste ici et forme une membrane. L'étanchéité. Qui fait une étanchéité, comme mon papier, et empêche l'eau de couler, sachant que c'est la pression atmosphérique qui l'a retenue. Et Jacques, ces expériences-là que vous venez de nous montrer, on les retrouve dans l'un de vos livres ou dans plusieurs bouquins? On les retrouve dans plusieurs livres. On les retrouve dans ces livres que je fais pour les enfants, que je suis en train de faire là pour les enfants. Mais on les a aussi dans des livres qui étaient publiés chez Le Pommier. Il y en a un qui s'appelle 50 expériences pour épater vos amis à table, et l'autre qui s'appelle Soirée Magie. Puis il y a aussi 50 expériences au jardin, 50 expériences à la plage, qui sont des livres qui utilisent tout ce qu'on a sur une table, tout ce qu'on a sur la plage, pour faire des expériences et comprendre des phénomènes scientifiques. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est mon lieu de travail. Parce qu'en fait, j'écris beaucoup, pas seulement d'ailleurs sur la science, mais aussi, depuis que je suis ici, je m'intéresse beaucoup au patrimoine. Vous êtes arrivé il y a 8 ans ici, depuis que vous avez pris votre retraite. Voilà, absolument. À Talmont-Saint-Hilaire. À Talmont-Saint-Hilaire, et du coup, je travaille beaucoup. J'ai tout un groupe, d'ailleurs, avec qui je travaille sur le patrimoine talmondais et sur l'environnement et pour la défense de l'environnement talmondais dans une association que j'ai créée qui s'appelle Sentinelle de l'Estuaire. Donc il n'y a pas que la science dans votre vie. Absolument. Il y a la nature et il y a l'histoire. Mais est-ce que la science vous a permis de comprendre des choses à l'amoureux de la nature que vous êtes? En fait, oui, parce que j'utilise toujours ces démarches scientifiques sur tout ce que je fais, à la fois les démarches scientifiques et les démarches de vulgarisation pour donner envie aux gens, là pour notre territoire, de connaître et d'aimer ce territoire dans lequel ils vivent. Voilà, le littoral talmondais, c'est un petit travail d'équipe où on découvre pas mal de choses sur ce territoire, tant au niveau histoire, patrimoine et nature. Ça vous passionne aussi. Oui, c'est ma seconde passion, je dirais, depuis que je suis arrivé ici. Enfin, je me suis toujours intéressé à la nature, mais particulièrement ici. Et surtout, utiliser ces méthodes, c'est-à-dire donner envie, trouver des astuces pour donner envie aux gens de s'intéresser. Et ensuite, leur donner forcément des explications simples pour comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi cette plante vit là, pourquoi on a construit cet objet, ce lieu à cet endroit-là, et ainsi de suite. C'est vrai, Jacques, tous ces sujets nous donnent envie d'être encore beaucoup plus curieux. Merci en tout cas de nous avoir non seulement reçus ici chez vous et de nous avoir fait partager votre passion, même vos passions, celle aussi du territoire du Talmondais. Je vous dis, j'espère, à une prochaine fois. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.